direct sur Radio J. Merci de votre fidélité. Et il est avec nous à Paris. Il nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Denis Charbit est là. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Je le rappelle, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël et tous les lundis matins, on fait le point un petit peu sur toute l'actualité diplomatique, politique, sécuritaire dans la région. Alors vous êtes à Paris, juste une petite précision dans nos studios, car vous allez assister à un événement très spécial, un colloque intitulé De Gaulle, Israël et les Juifs. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler très brièvement? Oui, c'est un colloque qui va avoir lieu en France mardi, 5 rue de Solferino, de 9h, demain, de 9h à 18h. Et puis, il y a un volet en Israël, le dimanche 19, dans mon université, à Ranana, l'Open Université, celle que vous présentez chaque semaine. Et le lendemain encore, le 20, au Collège académique de Natania. Voilà. Donc, c'est un colloque qu'on a organisé, la Fondation Charles de Gaulle et l'Open University, un programme avec des intervenants israéliens et français pour parler de sujets qui ont longtemps été tabous, qui est le sujet de... le rapport entre Israël et la France. Et de Gaulle, surtout, face aux Juifs, depuis 67, la fameuse phrase, etc. On va tout remettre à plat, toutes les relations de Gaulle avec des Juifs, depuis son enfance, la France libre, quand il a fondé la Ve République, et jusqu'à son départ. Alors, juste une petite information pratique pour les auditeurs qui nous écoutent, qui souhaitéraient peut-être s'y rendre, c'est possible? C'est oui, un événement tout à fait, public. oui, c'est au 5 rue de Solferino, à la Fondation Charles de Gaulle, ils ont un auditorium, c'est là qui nous abrite, et puis ceux qui sont en Israël sont invités à venir le 19 et le 20. Et bien voilà. À Ranana et à Natania. Eh bien, c'est très clair pour ceux qui ont la chance d'être en Israël. Alors, on fait le point de l'actualité et va en parler dans ces informations. C'est une annonce qui a pris de court. La nouvelle qui devrait avoir un fort impact dans tout le Moyen-Orient, puisque l'Iran et l'Arabie Saoudite devraient rétablir leurs liens diplomatiques dans les 2 prochains mois. Un accord a été signé, en effet, vendredi sous l'égide de la Chine, qui s'impose ainsi en acteur de premier plan au Moyen-Orient. Et c'est l'occasion d'en parler aussi du rôle d'Israël. Mais d'abord, comment expliquer cet accord alors même que l'Iran et l'Arabie Saoudite sont, entre guillemets, des ennemis naturels? Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une longue histoire. Il ne faut pas croire que c'est une surprise totale, puisque déjà depuis 1 an ou 2, des premiers pourparlers, des relations avaient commencé, et ce qu'on attribuait essentiellement au fait que les Saoudiens avaient le sentiment que les Américains, notamment avec Biden, mais même déjà sous Trump, n'étaient plus engagés de la même manière, et notamment lorsque les Iraniens avaient torpillé une installation saoudienne et que les Américains n'avaient pas bronché, n'avaient pas réagi. Il y a aussi quand même, il faut le dire, cette guerre au Yémen. Il ne faut pas regarder uniquement, on va le faire. Oui, certains disent que cette réconciliation va permettre de régler la guerre au Yémen. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est le premier objectif. Les Saoudiens, qu'on le veuille ou non, n'ont pas gagné cette guerre. Les Houthis non plus n'ont pas réussi, mais ils ont réussi à faire peser une menace. Et donc, il était, depuis 1 an, en tout cas, on en parlait. C'est vrai que ce qui fait la surprise, c'est qu'on sait qu'en parallèle, il y avait cette demande des Américains et d'Israël d'étendre les accords d'Abraham à l'Arabie Saoudite. On disait même que c'était l'acteur principal, et ça pouvait paraître curieux, mais en même temps, cela montre l'importance, à quel point l'Arabie Saoudite, après les démêlés qu'elle a eus, redevient finalement un pivot dans cette région, dans la mesure où elle était courtisée par les 2 grandes alliances, l'alliance américano-israélienne et les relations, enfin le rétablissement des relations diplomatiques avec l'Iran. Alors, je dirais que en premier lieu, ce qui me paraît clair, c'est que de 2 choses l'une, ou bien on assiste à une stabilisation de la région, ce qui est quand même nécessaire, et regardez quand même, 2011, les effets du printemps arabe, toutes les guerres en Irak, en Syrie, pendant 10 ans, le Moyen-Orient, ça a été un théâtre de conflit, ça a été un théâtre de guerre. Et là, on voit comment progressivement, plutôt que de se faire la guerre, on décide de s'accepter les uns les autres. Même si ça paraît très difficile. Bachar el-Assad redevient un acteur, alors pas puissant, bien évidemment, ça, il n'en est pas question, mais il redevient, il est progressivement relégitimé. Même il y a toujours cette guerre chiite-sunnite, c'est aussi très compliqué. Alors voilà, et ça, je dirais que, mais pour le coup, là, ça, c'est vraiment la dimension qui me surprend le moins, parce que, il faut bien comprendre, les religions ont de l'importance, les sectes ont de l'importance, elles ne détermine pas fondamentalement les intérêt des pays. On connaît des pays musulmans qui ont des relations avec Israël, on connaît des pays musulmans qui sont sunnites ou chiites et qui sont... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas aussi automatique que cela. L'important, c'est de voir quel effet. Et là, on est
il faut être tous dans l'expectative. Quel effet ce rétablissement des relations aura sur la région? Il est possible également qu'un autre scénario ait lieu, c'est-à-dire que l'Iran ait les coups des franches, mais je crois que l'Arabie Saoudite reste quand même un acteur important. Là, pour le dernier point, ce qui me paraît également significatif, c'est quand même l'entrée de la Chine dans le jeu diplomatique. On a eu la Russie il y a quelques années en Syrie, aujourd'hui la Chine en Arabie Saoudite. Faut pas oublier, Israël a de bonnes relations avec la Chine, mais on sait que c'est le grand adversaire des États-Unis, donc c'est vraiment un jeu d'échiquier. Mais je ne suis pas certain, en tout cas on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est fatal à Israël. C'est ça. Là où, oui, c'est vrai que là, Israël n'a pas caché ses inquiétudes. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'Israël va répliquer? À quoi s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Écoutez, ce qui me paraît le plus clair aujourd'hui, c'est que la perspective qui commençait à prendre de l'importance, à laquelle on était en train d'habituer les Américains, l'Union européenne, à savoir qu'une attaque est possible, aujourd'hui, avec l'Arabie Saoudite qui se pose, je vais pas dire en arbitre, pas en garant, mais qui fait un pas de côté en tout cas, ça rend, me semble-t-il, beaucoup plus compliqué cette option. Et je pense que de ce point de vue-là, les discussions, enfin les accusations réciproques, Netanyahou, Lapid, c'est la faute à vous, c'est vous qui avez abandonné l'Arabie Saoudite. Non, c'est le contraire. Tout ça, ça me paraît, voilà, c'est de la politique politicienne dans un sujet hautement diplomatique. Pour le coup, on aurait aimé que et l'un et l'autre se taisent parce que il en va vraiment de l'intérêt supérieur de l'État d'Israël. Alors on sait les problèmes qu'il y a à l'intérieur, j'en parle souvent. Mais alors pour clore ce dossier diplomatique, beaucoup se posent la question aujourd'hui, est-ce que l'Arabie Saoudite va normaliser les liens avec Israël? Alors, c'est pas totalement exclu, même si ça devient moins prioritaire. Il n'est pas inconcevable que l'Iran pose comme condition au rétablissement de ses relations de dire pas de relations avec Israël, mais l'Arabie Saoudite est un acteur vraiment indépendant. Ben Salman est un leader qui peut être capable de dire j'entends avoir des relations avec les uns et avec les autres. La Turquie a bien des relations avec Israël et avec l'ensemble du monde arabe. Ce n'est pas totalement exclu. C'est une petite note d'espoir que j'ai envie de faire entendre ici. On sort d'une décennie de conflits terribles au Moyen-Orient. On va pouvoir peut-être entrouvrir une ère plus calme. Alors, il nous reste à peine quelques minutes, Denis, et pendant ce temps, on parle de la situation en Israël, les Israéliens qui ont d'autres priorités, peut-être, sur la scène politique intérieure, la contestation qui ne faiblit pas contre la réforme du système judiciaire que tente d'imposer le gouvernement. Pour la 10e semaine consécutive, des dizaines de milliers de manifestants se sont encore rassemblés samedi soir dans le pays. On a vu ces images impressionnantes. Alors, quel type de compromis est envisageable aujourd'hui sur les réformes de l'institution judiciaire? Alors, juste avant de parler de ce compromis, de ces possibilités de compromis, je voudrais quand même rapporter, parce que je sais qu'en France, beaucoup sont inquiets de la situation. Et je voudrais rapporter un événement qui, moi, m'a beaucoup touché. Le père du ministre, de Yariv Levin, le ministre de la Justice, est décédé. Il y avait des manifestations autour du domicile de Yariv Levin. Les manifestants ont dit pendant la semaine de la Shiva, pas de manifestation autour de Yariv Levin. Et ça, je veux le dire, ça montre que derrière ce qui apparaît à beaucoup comme le début d'une guerre civile, non, il y a des fondamentaux qu'on ne remet pas en cause. Et je le dis précisément parce que j'ai toujours la liberté, de dire mes convictions, d'analyser aussi la situation, mais je pense que ce geste-là est significatif. C'est vrai que on voit que le projet est en première et deuxième lecture, ça ne présage pas d'une volonté de compromis. C'est vrai également, et je terminerai par là, que le président Herzog, qui est entré qui a pris les choses en main depuis le début, mais là, cette fois-ci, a en quelque sorte averti en disant cette loi ne peut pas passer, cette loi doit disparaître. Il a un comité de juristes qui a auditionné et des gens de l'opposition et des gens du gouvernement, et en tout cas des députés du Likoud. Il semblerait qu'on s'approche d'un compromis, donc il y a peut-être là aussi quelque chose. Il est vrai qu'on n'a aucun signe de confirmation, puisque à la Knesset, on fait comme si de rien n'était. Le problème, il faut le dire, il est réel, c'est qu'on ne voit pas cette coalition aujourd'hui reculer, même en partie, il ne s'agit pas de reculer totalement, mais reculer en partie. Et là, ça présage d'un conflit potentiel entre la Cour suprême et le gouvernement s'il n'y a pas de recul sur cette réforme. Et aussi avec les voisins, on a vu aussi ce matin, on en parlait avec Daniel Haïk, notre correspondant, qui avait ces frictions avec les Émirats Arabes Unis à cause de cette coalition, justement. Tout à fait. Donc on peut s'attendre peut-être il faut l'espérer. Encore à des conflits, et en tout cas on suivra toute cette actualité avec vous. Merci beaucoup Denis Charby d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Alors je le rappelle, vous allez participer à un colloque pour ceux qui ont raté le début de cette interview. Donc un colloque intitulé
intitulé De Gaulle, Israël et les Juifs. 5 rue de Solferino à la Fondation Charles de Gaulle. Et j'ai compris C'est que demain. Hervé Guémard Sera l'invité de Christophe Barbier demain à 7h45. Tout à fait. Vous pourrez travailler à Radio J. Denis, vous avez toute votre place dans la matinale. Merci beaucoup, Denis. Eh bien, on vous retrouve la semaine prochaine en direct d'Israël, comme d'habitude. Exactement. Merci, Lana. À la semaine prochaine. Au revoir.